Bon, merci à vous d'être ici. Et donc, vous connaissez le titre de la conférence d'aujourd'hui. Je suppose que c'est une question que vous avez dû vous-même vous poser depuis quelques années. Pourquoi est-ce que la droite perd tous ses combats? Ou si vous préférez, la réaction. Peut-être bon de s'inquiéter un petit peu. Pourquoi? Quand même. À moins d'aimer ça. Donc, on va faire un petit peu d'histoire de France ensemble, si vous permettez. Depuis la fondation de la France par Clovis, avec son sacre à Reims, nos rois n'avaient eu affaire qu'à des querelles de princes, de jalousie dans la famille royale, quelques petits problèmes avec la couronne d'Angleterre aussi, mais il n'y avait jamais eu d'affrontement idéologique. C'était uniquement des querelles de personnes, d'intérêts, de clans, de familles. Or, à partir du moment de l'émergence du protestantisme, vont commencer les premiers combats idéologiques. Alors, nos manuels d'histoire républicains ressassent toujours la Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy des protestants par les catholiques. Mais on oublie de dire que les massacres de catholiques et la destruction d'églises par les protestants étaient bien antérieurs depuis des années. Comme ça qu'on raconte l'histoire. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que, aux différentes étapes clés de notre histoire, il y a toujours eu des gens qui ont vu clair et qui ont mis en garde, mais qui malheureusement n'étaient pas nécessairement écoutés. Et par exemple, au moment de la Réforme, au plus fort de la Réforme, vous avez Ronsard, qui dénonçait déjà, je cite, l'insuffisance de la défense intellectuelle et morale du catholicisme à l'égard de la propagande protestante. Et en 1560, dans son élégie à Guillaume des Hôtels, il constatait, c'est le langage empoulé de l'époque, « Las des luthériens, la cause est très mauvaise, et la défendent fort bien, et par malheur fatal, la nôtre est bonne, et la défendons mal. » Eh bien, dans cette petite phrase, vous avez déjà défini la faiblesse de ce qu'on appelle, au sens large du terme, la droite. Une incapacité de défense dialectique ou de réponse dialectique. Je vais citer un moine de Cologne du XVIe siècle, c'est dans le livre de mon père, l'Église occupée, vous le trouverez là, qui dénonçait les responsabilités du libéral Erasme dans la Réforme. Et voici ce qu'il disait. Erasme a pondu les œufs, Luther va les faire éclore. Et il concluait que Dieu nous accorde d'écraser les œufs et de tuer les poussins. Le cardinal de Richelieu dira à son tour, si on avait empoisonné Luther et Calvin lorsqu'ils commencèrent à paraître, on aurait épargné de grands maux à la religion et beaucoup de sang à l'Europe. Alors évidemment, la dureté de ces propos peut paraître choquante aujourd'hui dans notre société émasculée, doucereusement bien pensante, mais pourtant, c'est bien à cause d'hommes comme ceux-là, tels à Richelieu notamment, conscients de leur responsabilité face à la nation et à la religion, qui ne s'embarrassèrent pas de sensiblerie pour éliminer l'adversaire.
C'est une leçon, cette histoire du protestantisme et la mollesse de réaction de la monarchie à l'époque et de l'Église. C'est une leçon parce que c'était déjà la première faille, justement, face aux attaques idéologiques contre les principes constitutifs de la nation. Et on en voit les conséquences, non seulement par la diffusion du protestantisme à travers le monde, mais jusque dans les États américains, puisqu'aujourd'hui, tout le problème du mondialisme repose sur le bras armé des États-Unis, qui est issu du protestantisme biblique sioniste, par biblisme. Donc vous voyez comment un manque de réaction, il y a combien de siècles en arrière, va peser lourd aujourd'hui. Plus tard, Richelieu, ayant tiré les leçons des guerres de religion, confronté au même problème de la part de la haute aristocratie protestante, sut trancher et liquider les oppositions. Et il est intéressant de voir ce que signalait le père Berthelot dans son ouvrage « La franc-maçonnerie et l'Église catholique ». Et il notait, faisait remarquer, que presque tous les grands noms de l'armorial de France, mis en tête des loges au XVIIIe siècle, étaient ceux qui se trouvaient en tête du mouvement protestant au XVIe siècle. Donc, vous voyez la traçabilité intellectuelle du protestantisme jusqu'à la maçonnerie. Pourquoi? Mais parce que le libre examen du protestantisme s'allie parfaitement avec la libre pensée maçonnique. Et c'est pour cela que l'on peut dire que la Révolution dite française fut pour cette aristocratie d'origine protestante la revanche de la Fronde. Et que s'il n'y avait pas eu un Louis XIII qui a eu l'intelligence de s'adjoindre un Richelieu, eh bien la Révolution dite française aurait eu lieu sous Louis XIII. Je voudrais faire remarquer, d'ailleurs, à propos de Luther, qu'il portait dans ses armoiries la rose, symbole des roses-croix. C'est être un des rameaux constitutifs de la maçonnerie moderne. Donc, vous voyez, tout s'explique au point de vue filiation des idées. Alors, on me dira, des protestants me diront, « Ah oui, mais Luther n'aimait pas les juifs. » Ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'au début, il a été aidé par eux. Ce n'est que beaucoup plus tardivement, je crois 3 ans à peu près avant sa mort, qu'il a écrit un pamphlet qui s'appelait, je crois que j'en ai déjà parlé lors d'une conférence précédente, il a écrit un pamphlet qui s'appelait « Les Juifs, des Juifs et de leurs mensonges », publié en 1583. Le problème, c'est que le mal avait été fait à la chrétienté et que les idées du protestantisme allaient empoisonner l'atmosphère jusqu'à l'émergence de la maçonnerie. Si la force est nécessaire un temps pour briser les complots, comme l'ont fait Richelieu et Mazarin, il faut aussi un temps, à un moment, savoir apaiser la société. D'où la nécessaire diplomatie que l'on peut définir par la vieille formule « une main de fer dans un gant de velours ». Et c'est ce que sut faire Richelieu, justement. Il faut rappeler aussi le rôle pacificateur d'Henri IV, comme vous le savez, protestant au départ, qui a eu l'intelligence de se convertir pour apaiser et terminer les guerres de religion.
Et il le fit par l'édit de Nantes, du 13 avril 1598. Et plus tard, Richelieu, avec sa subtilité que l'on connaît, je fais une petite parenthèse. Vous n'avez jamais été surpris de voir dans la littérature, y compris romanesque, la détestation qu'ont nos milieux officiels de Richelieu. Donc, Richelieu, en même temps qu'il éliminait les derniers bastions protestants, poursuivait cette politique d'apaisement en reconnaissant la liberté de culte et l'égalité civique aux protestants. Et ce n'est, encore une autre leçon, ce n'est qu'à l'abrogation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, mettant fin à 87 ans de paix religieuse, que, à nouveau, l'agitation recommença. Et qu'on allait suivre jusqu'aux prémices de la Révolution dite française. Avec son obsession d'attirer la haute noblesse à Versailles, pour la tenir à l'œil, l'abrogation de l'édit de Nantes fut l'une des deux erreurs majeures qui allaient préparer la Révolution. Et puis on arrive à Louis XV. Alors Louis XV, je crois que c'est un roi qui a été très mal jugé par l'histoire. Il y a des aspects chez lui tout de même très positifs, et notamment la façon dont, au début de son règne, il a combattu, fait combattre la maçonnerie par son Premier ministre, le cardinal de Fleury. Le problème, c'est que, comme en toute chose, dès qu'on cesse de maintenir la situation d'une main ferme, l'adversaire en profite. Il ne faut jamais relâcher la pression, c'est encore une leçon de l'histoire. Et c'est ce qui allait se passer après la mort du cardinal de Fleury. Ses successeurs, soit par incapacité, soit par complicité avec les idées nouvelles de la maçonnerie, cessèrent de poursuivre les complotistes, qui avaient rendu d'ailleurs furieux les Anglais à l'époque. Je le raconte dans mon livre d'ailleurs, La maçonnerie. Et petit à petit, les loges deviendront des lieux de rencontre, tout au moins le premier strate des loges de la maçonnerie, la façade que la maçonnerie tente à donner à chaque génération, la façade rassurante. D'où, rappelez-vous, l'illustration de mon livre, ce personnage avec deux visages, pour bien indiquer justement le double visage. Donc, les loges allaient devenir, en cette fin de XVIIIe siècle, un lieu où il était de bon ton de se réunir, de s'amuser, etc. Et on en a l'illustration, malheureusement, par la lettre de Marie-Antoinette, que j'ai déjà citée, qui est dans mon livre d'ailleurs, à sa sœur Marie-Christine qui la mettait en garde. Et là encore, je vais reciter parce que c'est pathétique de naïveté et d'inconscience. Voilà ce qu'elle répondait à sa sœur. « Je vois que vous vous frappez beaucoup trop de la maçonnerie pour ce qui regarde la France. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir en d'autres parties de l'Europe, pour la raison que tout le monde en est. On sait ainsi tout ce qui s'y passe. Où est donc le danger? On aurait raison de s'en alarmer si c'était une société secrète de politique. L'art du gouvernement est au contraire de la laisser s'étendre, car ce n'est en réalité
qu'une société de bienfaisance et de plaisir. On y mange beaucoup, et l'on y parle, et l'on y chante, ce qui fait dire au roi que les gens qui boivent et qui chantent ne conspirent pas. Quel aveuglement! On connaît la suite. La décapitation de Louis XVI, votée à une voix de majorité, celle de son cousin Philippe Égalité, grand maître du Grand Orient. Et là encore, deux leçons à retenir. Premièrement, si Louis XVI n'a rien compris aux événements révolutionnaires, croyant qu'en lâchant du lest, il apaiserait les esprits, c'est qu'il avait été déformé plutôt, par Fénelon, lui-même sous l'influence du haut maçon, le chevalier de Ramsay. Vous voyez, la filiation, l'importance et le danger des filiations intellectuelles, si on n'y prend pas garde. Et c'est cette naïveté, cette inconscience, qui le lui fera interdire aux gardes suisses de le défendre et de se défendre, ce qui fit qu'ils se firent massacrer sans réagir aux Tuileries. Il n'avait pas compris que la populace qui envahissait les Tuileries, ce n'était pas le bon peuple de France comme il pensait, mais la pègre de la capitale ou d'ailleurs, stipendiée par l'argent anglais, celui de Philippe Égalité et des loges. Et en cela, par son aveuglement et sa naïveté, il est le premier responsable de la destruction en cours de la France. Et c'est pour cela que je me suis toujours refusé à aller les 21 janvier commémorer sa mort. Je ne commémore pas même le martyre de ceux qui sont la cause de notre décadence. L'autre leçon à tirer, celle de Philippe Égalité. Autre exemple parfait de l'idiot utile, qui était l'image aussi de toute cette haute aristocratie française qui avait accepté avec jouissance tous les oripeaux maçonniques avec des grades qui correspondaient strictement à rien, et qui les flattait comme si parmi la haute aristocratie française, il n'avait pas déjà suffisamment de titres et de décorations pour jouir, quand même. Mais vraiment, cet exemple de Philippe Égalité, non seulement démonstrative, mais il est très moral. Le 5 janvier 1793, il donne sa démission de grand maître du Grand Orient et dans le journal de Paris du 22 février 1793, il expose les motifs. Dans un temps où personne ne prévoyait la Révolution. Ah bon ? Je m'étais attaché à la franc-maçonnerie qui offrait une sorte d'image de l'égalité, comme je m'étais attaché au Parlement qui offrait une sorte d'image de la liberté. J'ai depuis quitté le fantôme pour la réalité. Comme je ne connais pas la manière dont le Grand Orient se compose, que d'ailleurs je pense qu'il ne doit y avoir aucun mystère ni aucune assemblée secrète dans une république, surtout au commencement de son établissement,
Je ne veux plus me mêler en rien du Grand Orient, ni des assemblées des francs-maçons. Quel imbécile! Comme tant d'autres, avant et après lui, il n'avait rien compris à la réalité cachée de la maçonnerie, qui est son secret, son double visage. Lui, le grand maître du Grand Orient. Ce qui démontre justement que les hauts grades de maçonnerie que nous connaissons, 32, 33e, etc., ne sont pas les grades supérieurs et que derrière cette façade hiérarchique, il y a une autre hiérarchie secrète qui est la véritable maîtresse du complot. Et ça, je pense l'avoir suffisamment démontré dans mon livre « La maçonnerie ». Alors, il est intéressant de voir les commentaires des francs-maçons sur la lettre de ce malheureux, entre guillemets, Philippe Égalité. Cette lettre fut fort mal jugée, commente le franc-maçon Paul Naudon, et pour cause. Et pour cause. Elle mettait en lumière le secret maçonnique méconnu même par son grand maître. Je cite toujours, « Une assemblée convoquée le 13 mai déclara Philippe Égalité déchu de la grande maîtrise. 6 mois plus tard, le 6 novembre, il était décapité. » C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette histoire a tout de même une certaine moralité. Et c'est là une leçon supplémentaire de l'histoire que nous devons retenir. Philippe Égalité, qui avait assisté à tous les massacres de la terreur, sans réagir, lui, le grand maître, quand même, du Grand Orient, parce qu'il pensait que ça le rapprochait du pouvoir, eh bien, à partir du moment où il se rend compte qu'il n'a été qu'un pion, on le liquide. C'est une leçon de l'histoire. Il n'avait pas compris qu'il n'était qu'un petit pion utilisé dans une partie dont il ne connaissait pas les enjeux et encore moins les véritables maîtres du jeu. Et puis on arrive à l'Empire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Français, y compris dans nos milieux, qui vouent une admiration sans borne à Bonaparte-Napoléon. Certes, je suis un grand chef de guerre, mais qu'est-ce qu'on lui doit quand on regarde les choses froidement? On lui doit la normalisation de la Révolution et on lui doit la diffusion des idées de la Révolution à travers l'Europe, par ses troupes, qui pas plutôt arriver dans une ville de garnison, installer une ou des loges. En plus de ça, on lui doit la saignée des forces vives de la France, tout ça pour sa gloire. Alors, il y a l'histoire image d'Épinal, mais ce qui nous intéresse, nous, nationalistes français, ce sont les résultats qui pèsent sur notre histoire. Et là encore, morale de l'histoire, Napoléon finira lui-même victime de la maçonnerie qui l'aura tellement aidé. Rappelez-vous la trahison de nombre de ses généraux qui lui devaient tout, à commencer par le général Grouchy, qui n'arriva jamais à Waterloo, prêter main forte. Mais là, ce serait encore un long exposé à faire là-dessus. Encore un qui aurait été un naïf dans cette entreprise de subversion
qu'a été la maçonnerie. Et puis on en arrive à ce que l'on a appelé la restauration. Restauration, oui, pourquoi pas. Bonne idée, ce serait temps. Le problème, c'est que si on a restauré un prince sur le trône, on n'a pas restauré les principes constitutifs de la France. En fait, ce qui s'est installé avec Louis XVIII, ça a été une espèce de monarchie constitutionnelle sur le modèle de ce que prônait Montesquieu. Une imitation du parlementarisme anglais. Merci. Et d'ailleurs, les conséquences n'allaient pas tarder à se faire sentir. Son frère, Charles X, je signalerai d'ailleurs que les trois frères, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, ont été initiés. Vous le trouverez dans différents ouvrages, dont celui de Caxot. Et ça explique aussi leur naïveté, parce qu'ils n'en avaient vu que la façade, une fois de plus, sans comprendre quel était l'élément révolutionnaire qui se cachait derrière. Et Charles X allait en être victime. Vous savez la suite. La révolte de 1830. Et puis Louis-Philippe prend la succession, et à son tour, il sera renversé en 1848. Pourtant, il était bien libéral, ce brave homme. Celui qui disait à la haute aristocratie de l'époque « Mais messieurs, enrichissez-vous » Oui, mais là encore, ils avaient complètement perdu la notion des principes constitutifs de la France, et les autres ne cherchaient pas à avoir davantage de liberté. Ce qu'ils voulaient, c'est éliminer la monarchie et créer leur république maçonnique. Alors on s'en rapproche avec l'avènement de Napoléon III, qui, comme vous le savez, était un Carbonaro. Il avait été initié en Italie. Et les Carbonari, c'est le nom que l'on donne aux francs-maçons italiens. On doit tout de même, soyons justes, un certain nombre de choses à Napoléon, dont l'architecture de nombre de bâtisses de Paris, et aussi tout un projet industriel qui n'était pas négligeable. Le problème, c'est que on ne sait pas exactement, enfin on le dit, mais je n'ai pas de preuve absolue là-dessus, on dit qu'au travers de l'impératrice Eugénie, il a été sous l'influence des Rothschild déjà à l'époque. Et que ça explique justement ses aventures mexicaines et sa bêtise contre la Prusse. Et on en arrive à cette déjà très belle débâcle de 1870. Et alors là, c'est là que les choses commencent à devenir particulièrement claires. La République nommément maçonnique s'installe en France, sous couvert de la démocratie. Et de même que lors du triomphe de la Révolution, son premier geste avait été de supprimer les corporations et les corps intermédiaires par la loi d'Isaac Le Chapelier, de même, l'un des tout premiers actes de la Troisième République maçonnique naissante sera d'imposer le décret Crémieux, qui a été le point de départ de tout ce divorce entre la France, la vraie France, et le monde arabo-musulman que l'on avait pacifié. Et notez bien qu'entre ces deux époques, la loi d'Isaac Le Chapelier et le décret Crémieux, qu'est-ce qui est en jeu? Les intérêts juifs. Alors, pour les nouveaux qui viennent de toujours nous rejoindre, petit rappel, ce décret donnait unilatéralement et en bloc
la nationalité française uniquement aux Juifs d'Algérie et pas aux musulmans qui venaient de se battre pour la France contre la Prusse, dont le Bachaga Simokrani, qui fut le premier à lever l'étendard de la révolte contre cette France républicaine et maçonnique, insurrection qui fut matée dans le sang. Alors, là aussi, il est toujours intéressant de voir comment un fait, à une certaine époque, va porter des fruits, et quels fruits, à des années de distance. On prend le décret Crémieux, l'insurrection de Simokrani. Je signalerai d'ailleurs que toutes les autorités civiles et militaires d'Algérie étaient contre. Et s'il n'y avait pas eu le poids des Rothschild qui avaient prêté de grosses sommes d'argent à la Troisième République qui s'est installée, le décret aurait été abrogé, déjà à cette époque-là. Il n'en fut rien, hélas. Et puis, bon, les choses se pacifient, bon gré mal gré. La République avait la force et l'utilisait à l'époque. Et les populations musulmanes restent tranquilles. Et puis, on arrive à l'autre débâcle, celle de 1940. Les conditions étaient les mêmes. Les Juifs en Algérie étaient des citoyens de première classe par rapport aux musulmans. Donc, normalement, le monde musulman, arabo-musulman, aurait dû se soulever à ce moment-là, vu l'état de déliquescence de la France, complètement défaite par cette nouvelle débâcle. Eh bien, il n'en fut rien. Tiens, c'est curieux. Et pourquoi il n'en fut rien? Parce que un des premiers actes de l'État français fut d'abroger le décret Crémieux. Et donc, le monde musulman qui avait perçu comme un crachat, comme une injure, ce décret Crémieux, se retrouvait, on lui redonnait justice, on lui faisait justice. Mais remarquez bien une chose, c'est que quand De Gaulle arrive au gouvernement provisoire à Alger, que fait-il? En même temps qu'il réintroduit la maçonnerie qui avait été interdite par Vichy, il réautorise aussi le décret Crémieux, d'où une chose dont on a parlé dernièrement, la révolte de Sétif. Et vous voyez, rebelote, vous voyez, action-réaction, on pose une action, ça provoque une réaction, vous supprimez l'action qui a provoqué la réaction, ça se calme. Vous réintroduisez l'action qui a tout motivé, et ça recommence de plus belle. C'est fascinant, l'histoire. Mais c'est pour ça que nos édiles de la République, et à chaque génération ça s'aggrave, évacuent pan par pan toute l'histoire de France pour empêcher que les jeunes générations comprennent et fassent des liens, tirent des conclusions de l'histoire. J'ai cité, et je vais encore le reciter, un texte qui m'a d'ailleurs quelque peu renversé parce que je ne m'attendais pas à le trouver dans une revue comme Valeurs Actuelles. Une revue tout de même quelque peu sioniste et en tout cas sarkozyste, comme vous devez le savoir. C'est le récit fait par François d'Orcival dans le numéro de Valeurs Actuelles du 15 mai 2005. Et ce texte est très important parce qu'il démontre l'importance du facteur juif dans le divorce entre les communautés arabo-musulmanes et la France. Je ne vais pas tout citer, je vais vous citer simplement 2 petites lignes de ce qu'il disait à propos des émeutes du 9 et du 14 mai. Il rapporte que les émeutiers criaient « À bas de Gaulle, serviteur de la juiverie, à bas Churchill et les juifs ».
vous voyez quel est le dénominateur commun de tout ce drame de l'Algérie. Et alors là, à nouveau, comme en 1870, les émeutiers musulmans furent liquidés par l'aviation de qui? De Charles Tillon, ministre de l'aviation. Et c'est curieux de voir ce jeu pervers des communistes, et pas seulement des communistes, les gaullistes ici y ont pris leur part aussi, creusant, approfondissant le fossé entre nos deux communautés, pour ensuite provoquer toute l'évolution vers l'indépendance et l'immigration-invasion pour nous submerger aujourd'hui. Il y a, il faut bien en être conscient, une espèce d'intelligence diabolique dans cette démarche. Donc, à nouveau, le facteur juif était fondamental dans l'insurrection de Sétif de 1945, comme il l'avait été en 1870, car la France, ou tout au moins ce qu'ils prenaient pour la France, n'était plus aux yeux des musulmans qu'un occupant au service de la communauté juive. Et malheureusement, c'est ce que trop de nostalgiques de l'Algérie française n'ont toujours pas compris et se contentent de pleurer leur terre perdue sans remonter à la cause première. Et à cela, bon, je ne parle pas des pieds noirs et autres, etc., à cela, à l'échec du combat pour l'Algérie française, il y a une cause qui me semble essentielle. C'est que tous les chefs militaires qui, par un sursaut patriotique, je dis bien patriotique, pas nationaliste, se sont dressés contre De Gaulle, apparemment dressés contre De Gaulle. D'abord, ils se sont dressés contre le De Gaulle qui bradait l'Algérie. Mais le De Gaulle d'avant, ça ne les dérangeait pas. Les crimes du gaullisme d'avant, ça ne les dérangeait pas. La désertion de De Gaulle en 1916, ça ne les dérangeait pas. Ces fuites à toutes les étapes clés de la France pour se mettre à l'abri, ça ne les dérangeait pas. C'était uniquement ce point-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces chefs militaires n'ont pas voulu toucher à De Gaulle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous issus du gaullisme et de la résistance. Tous. Le seul qui a sauvé l'honneur de l'armée française à l'époque, ça a été le colonel Bastien Thierry, qui, hélas, n'a pas réussi dans son entreprise. Et là encore, c'est une leçon face, et saint Thomas d'Aquin défend cette thèse. Face à un tyrannicide, on a le droit d'éliminer le tyran. Et depuis lors, on est allé d'étape en étape. La politique de décolonisation de De Gaulle, non seulement n'a pas apporté le bonheur et la prospérité au pays soi-disant écrasé par l'affreux colonialisme français, qui, je vous l'accorde, n'était pas parfait, loin de là, et les petits colons blancs, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus aussi. Mais je crois qu'on pourrait dire en très mauvais français, c'était moins pire qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, certains s'en rendent parfaitement compte, mais on ne nous en parle jamais. En fait, tout ça a découlé de cette ambition démesurée de De Gaulle, qui s'est appuyée sur tous les ennemis de la France pour parvenir au pouvoir et s'y maintenir. Il s'est fait acheter, il n'y a pas d'autre terme, par les Anglais, quand il s'est fait ramener de France par le général Spears de l'Intelligence Service, parce que les Anglais, les Anglo-Saxons, en général, avaient besoin d'un képi à opposer au prestige du maréchal Pétain.
Et puis, je dois dire, qui n'était pas celui de général, mais de colonel, puisque le président Lebrun avait rayé, déchiré l'acte de promotion de De Gaulle au grade de général du fait de sa nouvelle désertion. Donc, vous savez, le début de l'histoire de la décolonisation avec De Gaulle, son discours de Brazzaville du 30 janvier 1944, répondant aux attentes du président Roosevelt. Et puis, bon, la suite des événements, la guerre d'Algérie, la perte de l'Algérie, toute l'Afrique qui part en morceaux. Et puis, on en arrive à la période des Giscard et Chirac. Et un élément très important qui explique ce que nous subissons aujourd'hui aura été le regroupement familial de Giscard-Chirac. Fondamental, et là je dois dire qu'il n'y a pas qu'eux qui sont responsables, mais le grand patronat. Le grand patronat qui a préféré jouer sur une main-d'œuvre dite bon marché, qui ne resta pas longtemps d'ailleurs, parce que les communistes étaient là pour faire valoir leurs droits. Donc, encore une fois, marché de dupes au détriment de la qualité de notre industrie. Et puis, bon, alors évidemment, c'est toujours sous prétexte de bons sentiments. Il ne faut pas séparer les familles. Oui, mais où commence la famille, où s'arrête la famille? On connaît tous les abus. On nous en parle périodiquement. Ah, le trou de la sécurité sociale. Ah oui, mais il y a beaucoup de resquillage, des gens qui n'auraient pas droit. Ah oui, mais où commence la famille, où se termine la famille, hein? Et les collatéraux, ceci et cela. Ben, c'est tout ça, c'est tout ce poids financier dont nous sommes victimes et dont les immigrés qui voudraient réellement, sérieusement, honnêtement travailler sont eux-mêmes victimes de la part de tous ces trafiquants que l'État laisse faire, parce qu'ils en ont besoin pour nous submerger. Et là encore, toutes les organisations juives qui avaient soutenu la décolonisation et avaient pris parti contre la France pour le FLN, on les retrouve dans toutes ces organisations immigrationnistes. Pourquoi? Parce que le but du mondialisme dont ils sont les vecteurs ont besoin du mélange des populations pour faire perdre tout sens d'identité nationale et religieuse. Et de cela, non seulement nous, Français, mais les immigrés eux-mêmes en sont victimes, puisqu'on en fait des déracinés. Et que, quitte à les aider chez nous, il serait beaucoup plus judicieux pour leur propre bien de les aider chez eux. Alors, on peut trouver n'importe quel terme pour parler de recolonisation, éventuellement, mais c'est un petit peu ça qu'il va falloir faire. Et notamment, dans ce drame qui se vit aujourd'hui, avec tous ces immigrés qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, et maintenant du Moyen-Orient, il va falloir tout de même trouver une solution politico-militaire à ce drame. Or, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle trouve comme solution? Ah ben, de trouver des quotas de répartition dans tous les pays européens. Ça veut dire quoi? Mais, allez, continuez à venir, continuez à nous submerger par ces vagues successives. Or, cette vague, on ne peut la stopper, l'inverser, qu'en pacifiant les pays d'où viennent ces gens, en leur donnant à manger chez eux et en neutralisant les inspirateurs de toutes ces petites révolutions locales qui font que ces populations s'enfuient. Et en cela,
je voudrais dire un grand merci à M. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy, qui auront si bien déstabilisé la Libye que maintenant ça a enflammé non seulement la Libye, mais l'Afrique centrale. Ils sont responsables, les premiers responsables, non seulement du drame de ces populations, mais de ce qui va se passer en Europe. Et quand on nous dit « Ah, mais face à Hollande, M. Sarkozy a des chances de revenir », je me dis que si les Français en sont à ce point-là, que faire? Alors, il y a un autre phénomène que j'ai analysé, c'est pas simplement aujourd'hui, ça remonte déjà à loin, ça remonte déjà à mon deuxième livre qui s'appelait « Enquête sur la nouvelle droite et ses compagnons de route ». En fait, je pense qu'on est devant un véritable complot contre notre nation. Pas d'ailleurs simplement contre la nôtre, mais contre toutes les nations européennes. Et même aux États-Unis. Et même aux États-Unis. Et là, vous savez que dans notre mouvance, il y a plusieurs branches. Il y a la nouvelle droite. Des Alain Benoît, des Guillaume Fay, des Dominique Vénère. Plus préoccupés de leur fantasme sexuel et de leur haine antichrétienne, dont le suicide inutile devant le maître-autel de Notre-Dame par un certain Vénère, jusqu'aux dits nationaux ou catholiques. Et on trouve chez eux un curieux commun dénominateur, leur négation de tout complot. Ah, comme c'est curieux. Comme c'est curieux, il n'y a pas de complot. Donc tout ce qui se passe comme ça, ben oui, c'est le hasard. Quelle coïncidence. Alors, le complot, c'est toujours la même chose, c'est la négation du complot judéo-maçonnique. Curieux quand même. Bon, vous savez que j'ai cité et recité à de nombreuses reprises les Tanoirs, les Celliers, les Toda, les Chiron, les Taguieff, les Geoffroy, les Guillemont, les Plunkett, Bernard Anthony, les Amish, Emmanuel Ratier, des informateurs professionnels qui nous a tartiné sur Valls, nous faisant croire qu'il était issu d'une bonne famille catholique franquiste. Quand on voit comment il réagit par rapport aux catholiques, notamment lors des manifestations contre le mariage homosexuel, ben des catholiques comme ça, on s'en passerait. Hein. Donc il n'y a pas de complot. Mais non, messieurs et mesdames, mesdemoiselles, il n'y a pas de complot. Et puis ceux qui vous le disent, ben, ce sont des complotistes. Il faut empêcher Internet de diffuser leur salade. Il n'y a pas de complot. Et je vous dis, il n'y a pas de complot. Et puis, dans cette entreprise de démobilisation de nos milieux, il y a aussi les clercs. Un certain clergé, et n'allez pas croire que c'est uniquement un clergé moderniste. Je dirais même, et j'ai les textes, que je vais d'ailleurs citer dans la politique,
c'est déjà plusieurs numéros, j'ai fait une comparaison entre certaines déclarations d'évêques de l'Église moderniste contre la maçonnerie que l'on ne trouve plus dans les structures traditionnalistes de la fraternité Saint-Pédis ou Saint-Pierre. C'est tout de même curieux. Peut-être que l'appât de la libération des donations et héritages par Sarkozy, suivi encore par Hollande aujourd'hui, intervient dans l'explication de cette attitude. Je voudrais vous citer, entre autres, que j'ai déjà fait, je recommence, parce que ce sont des textes qui sont fondamentaux, qu'il faut répéter, 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 celle de l'abbé Philippe Marcille de la fraternité Saint-Pédis. C'est paru dans la revue Marchons droit. Qu'est-ce que ce serait s'il marchait pas droit? Sous le titre « Aimer les hommes au pouvoir, politique et perfection chrétienne », on y lisait cette thèse. Nous devons donc obéir, et de bon cœur, parce que les autorités civiles tiennent la place de Dieu. Même si, sous certains aspects, le législateur est répréhensible. Que vous en semble de pareilles déclarations? Si ce n'est pas fait pour démobiliser le monde catholique, je me demande à quoi ça sert. Donc tout va très bien, mesdames et messieurs. Chirac était un homme quasiment parfait, Sarkozy peut-être un petit peu moins, Valls et Hollande encore un tout petit peu moins, mais quand même, ils tiennent la place de Dieu. Donc obéissons et bouclons-la. Je me demande toujours si ces gens sont conscients de leurs responsabilités. Ou bien s'ils sont déjà tellement imbus des idées maçonniques, il n'y a pas d'autre terme, que pour eux, ce qu'ils sortent là, ça coule de souche, parce qu'ils se retrouvent dans le pouvoir. C'est tout de même assez extraordinaire comme phénomène. Et l'on comprend pourquoi, et j'en sais quelque chose d'ailleurs, pourquoi tant de prêtres dits tradis font tout pour empêcher leurs fidèles de s'occuper de politique. Vous occupez pas de politique, tout va très bien. Les hommes du pouvoir, mais c'est le reflet de Dieu, donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, ce n'est pas la première fois que je le dis aussi, nous sommes trahis par un certain cléricalisme. Et puis aussi d'étranges réactions. Vous savez très bien que tactiquement, je ne veux pas trancher au sujet du révisionnisme. Vous savez quelle est ma thèse là-dessus? On ne prend pas position, on demande la reconstitution du crime, un point, c'est tout. Et puis on voit ce qui se passe. Mais il ne se passera rien parce qu'il n'y aura jamais de reconstitution. Bon. Mais tout ça, simplement, pour en arriver aux déclarations d'un certain révisionniste, Vincent Renoir, que je vais vous citer, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises dans la politique, mais c'est tout de même assez invraisemblable que quelqu'un qui se dit apôtre du révisionnisme vous dise ceci. C'était dans une vidéo qui s'appelle « Sans avenir du combat nationaliste ». Là encore, nationaliste, il ferait bien de changer de mot. Il disait ceci. Vous êtes bien assis, vous avez de quoi écrire. Notre cible ne doit être ni la judéo-maçonnerie, ni le gauchisme pro-immigration, ni le féminisme, ni les lobbies gays et lesbiens, que sais-je encore. Je ne crois pas en l'existence d'un complot unique millénaire, d'où le fait que mon combat n'a jamais été dirigé contre la franc-maçonnerie.
Et voilà le genre d'individu qui tartine à longueur de semaine ou de jour même, par exemple dans les colonnes de Rivarol, là ces grandes entrées. Comment voulez-vous que le public qui lit Rivarol sache quel est l'ennemi, quel est l'adversaire à combattre? Pas possible. Or, vous savez très bien que je répète souvent, un peuple qui ne connaît pas ses ennemis ne peut le combattre. Et c'est tout le motif de cette négation du complot judéo-maçonnique. Ce n'est pas gratuit. Et puis je vais en venir à une actualité quelque peu chaude, brûlante, l'histoire du détail d'un certain Monsieur Le Pen. Alors, je voudrais recadrer un tout petit peu le personnage. On reproche toujours à Marine Le Pen sa politique de dédiabolisation. C'est un fait. Mais quel a été le premier à le faire? Son père. Quand Le Pen disait, déjà pour se dédiaboliser, toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet. C'était pas pour se dédiaboliser par hasard. Ou quand il en rajoutait une louche en disant « Je suis le seul héritier du gaullisme », c'était pas pour se dédiaboliser non plus. Hein? Et alors maintenant, il nous sort pour la énième, je crois que ça doit être la 6e ou la 7e fois qu'il le sort, avec toujours le même genre de réaction de l'autre côté, puisque les autres n'entendent que ça. Le détail de l'histoire. Mais vous êtes-vous penché sur la signification de cette phrase? La façon dont les gens sont morts, casés, des officiels, est un détail de l'histoire. Ah bon? Mais il escamote tout simplement que c'est le point central de l'histoire, parce que c'est là que porte la controverse. Comment ces gens sont morts? Sont-ils morts de dénutrition, du typhus, comme les populations allemandes aussi, victimes de la même dénutrition et de la même épidémie du typhus? Ou bien ont-ils été gazés par des chambres à gaz criminelles? Voilà tout ce que M. Le Pen occulte avec cette petite phrase. Mais sa petite phrase, à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Quand on analyse la chose, de prime abord, on se dit, ça sert Manuel Valls. Manuel Valls, rappeler de ses dernières sorties, par exemple, quand il disait il y a quelques semaines que, oh là là, catastrophe, la France va se fracasser contre le Front National. Je ne dirais pas la France, la République, tout au moins c'est ce que j'espère. Ou bien disant, mais vous ne vous rendez pas compte, si le Front National arrive au pouvoir, le Front National va avoir la main sur l'arme atomique. Frissonnez, bonnes gens, frissonnez. Et puis Valls, faisant son tour de France des sections socialistes, aux frais du contribuable, pour essayer d'enrayer la progression du Front National, avec sa dernière déclaration, disant « mais si jamais le Front National arrivait au pouvoir en 2007, il faudrait arrêter le processus électoral. » On est démocrate ou on ne l'est pas. Mais ne riez pas, ne riez pas. C'est ça la démocratie, voyons, chers amis. C'est ça la démocratie. En démocratie, ne comptent les votes
que ceux qui sont conformes à la volonté des lobbies qui sont derrière la démocratie. Exemple récent quand même. Quand ce malheureux Chirac a eu le malheur de proposer aux Français par référendum le vote sur la Constitution européenne et qu'à la grande surprise des lobbies, et à sa propre surprise certainement, les Français l'ont rejeté, eh bien qu'a fait le petit Sarkozy? Ben, il a fait passer exactement la même chose sous le titre de traité de Lisbonne. Ah oui, mais alors comment se fait-il les Français étaient contre? Et maintenant il le fait passer. Ah oui, mais il y a une petite différence, un petit détail, excusez-moi du terme, petit détail, ce n'est pas repassé devant le peuple français, c'est passé devant ses représentants. Démonstration, encore une fois, de la tromperie de la démocratie qui, soi-disant, élit les représentants du peuple et qui vote contre ce que a voulu le peuple. Je vous dis, la démocratie, et ça c'est l'idée géniale, perverse des acteurs de la Révolution dite française, ça a été de transformer le vote du citoyen qui autrefois votait sur les réalités quotidiennes qu'il côtoyait par son métier, par son activité dans sa commune, en un vote immatériel sur des sujets qu'il ne connaît qu'au travers la presse. Donc qui tient la presse? Tient le citoyen. En toute honnêteté de la part du citoyen. C'est ça la démocratie. Beaucoup d'entre vous lisent certains journaux, genre Rivarol, et vous vous rappelez qu'un certain nombre de journalistes, dont son directeur, ont tartiné avec des cris de scandale que Marine Le Pen avait commis un parricide vis-à-vis de son père. Ah bon? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un acte d'infanticide de la part de Le Pen vis-à-vis de sa fille avec l'histoire du détail? Parce que quel a été le point de départ? Ça a été la déclaration de Le Pen, faite pour nuire au Front National et à Marine Le Pen. Il n'est pas question de porter un jugement maintenant sur Marine Le Pen ou pas. Je crois que ceux qui ont lu mon livre « Histoire d'une trahison » savent ce que j'en pense. Mais le fait est que le Front National fait très peur aux gens d'en face. Je viens de vous citer il y a quelques minutes les déclarations de Valls. Si un apparatchik comme du système, comme Valls, a peur du Front National, c'est que malgré toute la politique de dédiabolisation, ils en ont peur quand même. Or, la déclaration de Le Pen est faite pour servir le système. Et au-delà de cela, il y a un autre aspect qui m'a sauté aux yeux tout dernièrement, à la lecture d'un numéro un petit peu, pas tellement ancien, puisqu'il date de mars, je crois que c'est du 26 mars, de Valeurs Actuelles, dans lequel, je ne me rappelle plus quel était le chroniqueur qui racontait ça, faisait état des excellents rapports entre Le Pen et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy accueillant Le Pen à l'Élysée, Monsieur le Président par-ci, Monsieur le Président par-là, présentant ses collaborateurs, je ne vous présenterai pas le Président Le Pen, n'est-ce pas, etc., etc. D'où mon idée que finalement, beaucoup plus qu'aux socialistes et à Valls et compagnie, la déclaration sur le détail de Monsieur Le Pen aura été et est une machine de guerre au service de Sarkozy pour son retour, pour couper, pour dégoûter un certain nombre de militants du Front National pour les faire repartir du côté de Sarkozy. Parce que dans la progression du Front National, il faut bien se dire que ces gens viennent de quelque part. Ils viennent en partie de la gauche, mais ils viennent aussi de la droite libérale. Donc vous voyez, cette histoire du détail n'est pas une ineptie, c'est un coup tordu.
Il y a aussi une chose qui m'a sauté aux yeux depuis déjà bien longtemps, malheureusement. C'est la propension d'un certain nombre d'individus qui agissent dans nos milieux à vouloir allier la Révolution et la défense de la France. Ce n'est pas possible. On ne peut pas associer la France et l'anti-France. Or, tous ces hommes politiques que je dénonce font tout pour la disparition de la France. Alors, probablement, ils sont pleins de bons sentiments. Je ne vais pas juger leur motivation. Mais le fait est qu'on ne peut pas associer Saint-Louis, Jeanne d'Arc avec les grands ancêtres de la Révolution, avec Clemenceau, avec De Gaulle, qui auront tout fait dans les faits pour détruire l'héritage de la France. Ce n'est pas possible. Ceux qui étaient au pot de Rivarol et qui ont écouté ma petite allocution, j'ai fait remarquer j'ai rappelé plutôt ce que disait dans son livre « Les deux patries » Jean de Vigry, dont le titre était « Les deux patries ». Non, il n'y a pas de patrie. Il y a la France et il y a l'anti-France. Et les deux ne sont pas miscibles. De même, quand l'ancien résistant Maran, André Figueras, parlait du sang de Hoche et le sang de Bayard, eh bien ce n'est pas possible. Parce que les armées de Hoche ont détruit l'héritage de Bayard. Alors, au mieux, ce sont des romantiques. Au pire, ce sont des complices. Et c'est pour ça, et vous le verrez pour ceux qui sont abonnés à la politique, que tous ceux qui ont pris parti fanatiquement, aveuglement pour Le Pen contre sa fille, je vais démonter le processus et montrer que, d'une part, ils se trompent, et d'autre part, ils se rendent complices d'une opération électoraliste en faveur non seulement de la gauche, mais de Sarkozy aussi. Et Jérôme Bourbon ferait bien de faire attention. Parce que je ne sais pas si vous avez lu l'éditorial, pas de la semaine dernière, mais de la semaine précédente, ce qu'il a dit sur Marine Le Pen. Je ne veux pas la défendre, mais cet homme cherche des procès. Alors, ou c'est un crétin filé, ou à quoi sert-il? Et pour terminer sur le sujet, je voudrais faire un petit rappel, une petite comparaison, comment un journal comme Rivarol, son directeur et ses collaborateurs, qui se glorifient d'être d'extrême droite, qui en plus de ça, Bourbon a passé le communiqué que j'avais fait à propos du détail, la sortie du détail, où je rappelais les déclarations de Le Pen, toute ma vie j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet, je suis le seul héritier du gaullisme. Comment se fait-il que ces mêmes gens vont et continuent à encenser ce Le Pen? Il y a un problème d'incohérence, mais invraisemblable. Rappelez ce que disait le maréchal Pétain à propos des Français. Français, vous avez les mémoires courtes, eh bien j'en dirai autant pour ceux qui gravitent autour de Rivarol. Il y a un autre aspect que je veux analyser au sujet des causes qui expliquent les défaites constantes de ce que l'on appelle la réaction. C'est la passivité de l'armée. Et l'un des pires exemples aura été sa passivité dans l'affaire des fiches. Alors,
petit rappel de l'affaire des fiches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fichage. Vous savez que M. Ménard est poursuivi pour avoir fiché, fait la liste, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez, le fichage des officiers de l'armée, jugés pas suffisamment républicains et donc dangereux pour la République. Que fit l'armée? Rien. Elle l'a accepté. Et le geste d'héroïsme des officiers qui se faisaient notifier par le commissaire de la République qui leur apportait la notification de leur déchéance de l'armée, n'ont rien trouvé de mieux que de briser leur épée. C'était déjà ce que l'on appelle, ce qu'ils appellent, dans les milieux de l'armée, le devoir de réserve. Façade facile pour masquer leur lâcheté. Et en fait, ce qui est frappant dans cette attitude de l'armée, c'est qu'elle retarde de plusieurs siècles. Le danger pour une nation n'est plus nécessairement uniquement aux frontières, il est interne. Et rappelez-vous ce texte de Joseph de Maistre, que je rappelle très souvent, son interrogation dans sa lettre à Louis de Bonald, quand il disait « Est-ce qu'une nation peut être détruite de l'intérieur ?» etc., etc. Mais oui, c'est ce que nous vivons. Une nation, aujourd'hui, pour être détruite, n'a plus besoin d'une guerre, d'être détruite par une invasion externe, et elle est détruite de l'intérieur par une invasion intellectuelle de principes contraires à son existence, à ses principes constitutifs. Nos adversaires aiment bien parler de façon péjorative des collaborateurs de l'époque de Vichy, mais quand on voit un général Benoît Pugat, paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay, être nommé par Nicolas Sarkozy, conseiller militaire de l'Élysée et conservé par François Hollande, ça nous fait une belle jambe d'avoir un tradit proche de l'Élysée. Il a été remplacé dernièrement, non pas par opposition, mais parce qu'il avait atteint la limite d'âge, par le frère de Philippe de Villiers, le général Pierre de Villiers. Même chose. Et je me rappellerai toujours, à Toulon, on avait reçu un jour chez nous un amiral très haut gradé, je ne dirais pas son nom, il est depuis peu à la retraite d'ailleurs, auquel je faisais part de toutes mes déceptions par rapport à l'armée. Bon, lui était de la marine, mais enfin, c'est tout de même la même chose. Il me disait, mais vous savez, il y a beaucoup de catholiques dans l'armée. Et je lui ai quasiment éclaté de rire au nez en disant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous ne faites rien. Et voilà. Voilà. Donc, non seulement nous sommes trahis par un cléricalisme, mais nous sommes trahis par l'élément de la nation qui est censé défendre la pérennité de la nation, l'armée. Nous ne pouvons donc compter que sur nous-mêmes, sur notre perception des réalités, notre capacité à le faire comprendre autour de nous, afin de fabriquer des militants révolutionnaires capables un jour de tenir le pays lorsque la crise va éclater, car elle va éclater.
Et je faisais remarquer, pas plus tard que, je crois, lors du déjeuner, avec quelques amis, que de même que dans la Révolution dite française, il y a eu deux phases, celle des idiots utiles avec l'aristocratie qui se croyait déjà au pouvoir au détriment du pouvoir royal, qui a été vite débordée par les clubs révolutionnaires. De même, nous devons nous servir de l'arme que constitue le Front National contre le système aujourd'hui pour pouvoir escompter un jour passer à la deuxième phase de la révolution qui nous est nécessaire. Je voudrais, pour terminer cet exposé, faire une observation. C'est un phénomène assez étrange que l'on constate aux différentes époques, que ce que l'on peut appeler au sens large du terme nos milieux, ou appelons ça la résistance, la réaction, la droite, etc., ont une appétence, en d'autres termes, une appétence pour croire les escrocs en politique et ne pas croire ceux qui mettent en garde. J'ai cité tout à l'heure au début de mon exposé Ronsard. Rappelez-vous, sous la Révolution, Rivarol, Baruel, Souliot, le malheureux celui qui était décapité. Enfin bref, peu importe. Chénier, André de Chénier. Tous ces gens, à leur époque, ont mis en garde. Alors rappelons tout de même, petit détail de l'histoire encore, Chénier, comme tant d'autres à l'époque, a cru aux idées de la Révolution. Et puis il a compris. Et il a dit attention, attention. Il a même un texte fameux de lui, que je ne vais pas citer maintenant parce que ce serait trop long, mais que je rappelle que vous trouvez dans différents de mes livres, dans la maçonnerie, dans le nationalisme français. Quand il dit que la lâcheté est ce qui explique le mieux la réussite de nos ennemis. C'est la lâcheté de nos milieux. Il n'y a pas simplement l'action des autres, il y a la passivité des nôtres. Et puis rappelez-vous, tous ces bien-pensants qui étaient béats d'admiration devant le soi-disant ralliement de Léo Taxil, qu'ils ont préféré aux avertissements de Drummond. Et puis ceux qui mettaient en garde contre les va-t-en-guerre, les bellicistes de l'époque, au moment des prémices de la Deuxième Guerre mondiale. À chaque époque, il y a des hommes qui ont dit « Attention, il va se passer ceci, etc., etc., etc. » Et là, justement, j'allais arriver à ça, c'est-à-dire cette propension à préférer l'escroc, c'est une maladie mentale de masse. Et je voudrais, parmi les dernières choses que je voudrais évoquer, l'occasion perdue de Vichy. J'en ai parlé dans mon topo au pot de Rivarol, et j'avais rappelé l'appréciation ô combien juste de François Mitterrand, qui mettait en garde, qui était à l'époque considéré comme un des durs de Vichy, que lui a d'ailleurs reproché l'historienne communiste Claire Andrieux. Que disait Mitterrand? Il disait, si vous continuez à être aussi naïf face
à nos ennemis, et vous liquideront. Je vous résume ce qu'il avait dit à l'époque. Ben voilà. Quand pour une fois, et c'est pas la seule fois, on a été en mesure de battre l'ennemi, on n'a pas pris les moyens nécessaires pour le liquider. Rappelez-vous encore cette leçon de Vichy. D'ailleurs, j'en traite dans mon livre, Le nationalisme français, il y a un chapitre là-dessus. Il aura fallu nombre d'assassinats de membres de la milice avant que les miliciens soient armés. Vous vous rendez compte, ce pouvoir soi-disant sanguinaire qu'était Vichy, d'après l'histoire officielle, eh bien, l'une de ces structures de défense n'était même pas armée pendant une grande partie de l'existence de Vichy. Mais quelle naïveté! Rappelez-vous aussi l'assassinat de Philippe Henriot par les séides de Jacques Chaban-Delmas, pseudo-général de la Résistance, mais aucun titre militaire. Grande figure de la Résistance. Et voilà comment on écrit l'histoire. Et qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui peut expliquer cette niaiserie, cette lâcheté, cet aveuglement de la part de nos milieux? Ben, je crois que c'est un certain angélisme, une certaine mauvaise compréhension du message chrétien. Et je rappellerai ce mot de Chesterton, qui avait parfaitement compris la racine du mal, si j'ose dire, quand il disait, il parlait de perversion des vertus chrétiennes devenues folles. Si les très catholiques rois de France avaient eu ce genre de christianisme mou, naïf, bêlant, que l'on a aujourd'hui, jamais la France n'aurait été constituée, d'une part, et d'autre part, elle n'aurait jamais été non plus désignée par les papes comme la fille aînée de l'Église, pour une raison très simple, c'est que la monarchie française a passé son temps à défendre l'Église, à commencer au tout début avec Clovis et l'élimination de l'arianisme, qui avait envahi aux plus hautes sphères de l'Église. Et c'est là la raison de la Révolution dite française, c'était cette monarchie de droit divin qui non seulement constituait la France, mais qui défendait l'Église, qu'il fallait faire tomber comme première étape avant la subversion mondialiste que nous vivons. Merci de votre attention. Oui. Alors, il y a trois choses. D'abord, une information que je vais peut-être donner concernant l'impératrice Eugénie. Je connais le baron Claude de Benneval, qui est un descendant d'un des trois secrétaires de l'empereur Napoléon Ier, lequel secrétaire avait un fils qui s'appelait Napoléon Louis de Benneval. En 1864, il était colonel d'artillerie, commandant le 8e régiment, protégeant le palais, préfet du Paris. Sorti de Polytechnique, donc il a vu son grade normalement. Il était contre la guerre avec la Prusse. Il a été écarté à la demande de l'impératrice. Bon, cette même impératrice qui était très copine avec les Rothschild, au moment de l'affaire Dreyfus, elle était Dreyfusard. Exactement. Deuxième information, qui concerne Bernard Anthony et son copain, Valrand Saint-Just. Notre ami commun. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ces deux zigotos étaient contre le sacre d'un évêque par Monseigneur Lefebvre. Ah oui, parce que ça aurait liquidé le mouvement traditionnaliste. Deuxièmement, ils sont pro-israéliens,
Et troisièmement, ce sont les ennemis des révisionnistes. Bah, évidemment. Évidemment. Mais alors, le plus amusant, et le plus tordu d'ailleurs, parce que c'est typique de Bernard Antony, c'est que Bernard Antony s'est servi de Monseigneur Lefebvre, comme il s'est servi de Le Pen, comme il s'est servi d'Arnaud de la Suisse, comme il s'est servi de mon père, pour se créer sa petite personnalité politique. Troisième chose, quand j'étais au Front National, j'étais au bureau de la section du 5e. J'ai voulu lancer l'opération Poincaré au Panthéon. C'était un moyen d'attaquer Einstein et notamment les sionistes. Et c'était bien, le 5e arrondissement, Poincaré habitait, et bien opposition de la Fédération de Paris et du Front National. Et j'ai des renseignements sur ce qui s'est passé au conseil scientifique. Au conseil scientifique, les conseillers scientifiques, qui n'étaient pas tous des scientifiques d'ailleurs, voulaient faire une campagne pour attaquer les lois mémorielles, notamment la loi Guesso, au nom de la liberté d'expression, de la libre recherche historique. Eh bien, figurez-vous que Le Pen, ce qui est toujours opposé, non pas directement, mais en disant « c'est pas le moment », il a fait retarder, de retard en retard, ça n'a jamais été fait. C'est quand même douteux. Et moi, je me pose des questions sur Le Pen. Mais bien entendu, je crois que vous m'avez compris. Hein. Dans mon exposé, je crois que j'ai été assez clair. C'est un homme tenu. C'est un homme tenu. Exactement. On va faire encore le faire à la fille, mais je sais pas. Ah non. Parce que la fille, dans la mesure où elle veut arriver au pouvoir, peut nous être utile. Oui, voilà. Parce qu'elle va flanquer la pagaille. Pour moi, l'intérêt pour nous du Front National, c'est comme explosif. Oui, c'est exactement. Voilà. Sur le plan stratégique, il faut qu'elle foute la pagaille dont on profitera. Exactement. Et elle sera mentie par la pagaille qu'elle déclenche. Exactement. Autre question, oui. Oui, j'ai vu avec intérêt, enfin avec une surprise, une agréable surprise, que vous avez défendu Marine Le Pen contre Jérôme Bourbon. Je crois que c'est la voie du bon sens. Bon. Ceci étant, j'aurais 2 ou 3 petites questions peut-être un peu gênantes à vous poser. La première, c'est que vous avez beaucoup parlé du complot judéo-maçonnique. Pour moi, c'est le mariage de la carte avec du lapin. Alors, ma question, c'est à quand faites-vous remonter ce complot? Bon, ça n'est pas Charles Martel. Mais non, à l'origine des temps, cher monsieur. C'est Satan. C'est Satan. C'est Adam et Ève. Alors, on est croyant, on n'est pas croyant. Mais c'est la seule explication possible. C'est Adam et Ève, bon. C'est le serpent. C'est le serpent. Deuxième question, vous avez attribué au décret Crémieux la scission entre Français et musulmans en Algérie. Bon, c'est bien possible sur le plan tout à fait local, mais il y a quand même eu des guerres coloniales avec l'Indochine. Il n'y avait pas de décret Crémieux en Indochine. L'Angleterre a perdu l'Inde. Il n'y avait pas de décret Crémieux en Inde. Non, mais il y a eu une entreprise. Écoutez, cher monsieur, globale. c'est curieux avec vous, parce que ce n'est pas la première fois que je constate ça avec vous. Vous mélangez des choses de niveaux différents, à explications différentes de ce fait. L'Angleterre a perdu ses colonies pour d'autres raisons que nous, totalement différentes. D'ailleurs, c'est très moral, je trouve, parce qu'elle a perdu ses colonies pour avoir voulu nous faire perdre les nôtres avec les Américains. Donc, vous voyez, attention, dans votre analyse, vous mélangez souvent des plans différents. Et ça, c'est une caractéristique chez vous. Je vous ai à l'œil. Mon dernier commentaire, je m'arrête là. J'étais venu parce que j'étais attiré par le titre « Pourquoi la droite ne gagne jamais ?» Bon, moi, j'ai la réponse en 2 proverbes. L'un français, que vous avez d'ailleurs évoqué. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et effectivement, Le Pen a passé son temps à des provocations qui ont fait tort, n'est-ce pas, au Front National. Donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, vous avez parfaitement raison. Évidemment. Mais le deuxième proverbe, lui, est anglais, hein, désolé. C'est « United we stand, divided we fall ». Unis, nous résistons, divisés, nous tombons. Or, vous avez passé votre temps à attaquer toutes ces formes de droite, nouvelle droite. Mais, cher monsieur, je préférais ne pas avoir à les attaquer. Mais je suis un scientifique et un chirurgien. Pour moi, ce sont des byzantines. Non, ils ne sont pas utiles parce qu'ils démobilisent. Ils donnent une mauvaise explication ou ils nient l'explication. C'est tout. Il faut être conscient. Alors l'union, je suis bien d'accord, l'union, mais on ne peut unir que les choses qui sont compatibles. Or, quand je vous dis il y a la France et l'anti-France, ce n'est pas miscible.
Nous vivons les conséquences de cette vision naïve et romantique de ceux qui veulent marier les deux. C'est pas possible. Autre question? Oui, Cédric? Beaucoup de gens qui disent le complot judéo-maçonnique. Comment? Beaucoup de gens disent dans mon milieu le complot judéo-maçonnique, par contre, ils ne disent pas le complot musulman. Pour eux, s'il y a le complot musulman qui va envahir le monde. Mais ils oublient tout simplement une chose, et bon sang, si je l'ai dit et redit avec un certain nombre de ricanements à la suite de ça, et pourtant je sais de quoi je parle. Je regrette beaucoup que ça me plaise ou non, et c'est pas la faute des musulmans. Mais ils ont été utilisés dès le début par le monde juif pour détruire la chrétienté naissante. C'est un fait. Et c'est pas moi qui l'ai inventé en plus de ça. Quand on leur parle à ces personnes-là, ils nous disent oui, mais attention, moi j'ai déjà discuté avec des gens en personne qui parlent des musulmans en permanence, l'islam radical, etc. On leur parle avec des arguments que nous donner à chaque conférence. Et tout de suite, non, vous êtes des complotistes. Oui, ben alors, ceux qui dansent le complot judéo-maçonnique sont des complotistes, mais ceux qui dénoncent l'éventuel complot musulman ne sont pas complotistes. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est d'une inconséquence invraisemblable. Comment arriver à faire réfléchir les gens correctement, à être cohérents? Ça, j'avoue que beaucoup, et si on a un succès grandissant grâce à Internet, justement, ce qui dérange les autres, c'est justement à cause de notre cohérence qui fait que des gens qui ne sont pas du tout de notre bord me rejoignent, qu'ils soient francs-maçons ou se disant de gauche ou d'extrême gauche. C'est bien le fait de l'humain. Joseph Joubert, vous avez cité le franc-maçon. Oui, mais il a compris. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Mais Jérôme Bourbon ne serait pas franc-maçon? Alors ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Il est peut-être juif aussi, mais je n'ai pas regardé dans sa culture. Oui. Vous êtes nouveau, je crois. Vous êtes nouveau. Oui, monsieur. Merci de m'accorder la parole. J'ai une question. Parlez fort parce que souvent les internautes qui écoutent les disent mais ceux qui parlent, ceux qui posent les questions, on les entend pas. D'accord. Donc, je suis étudiant en histoire. Oui, Et, intéressant. J'étudie aussi beaucoup la Bible. Et je me pose des questions par rapport à la mondialisation et je me demande est-ce que le nationalisme est compatible avec le 21e siècle en fait, et avec l'émigration de populations qui sont... Mais il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible. Évidemment qu'il n'est pas compatible. C'est la contradiction. En fait, le nationalisme, dès le XVIIIe siècle, a été une réaction contre l'internationalisme, qui était déjà le début de la mondialisation. Rappelez-vous, vous devriez lire mon bouquin sur le nationalisme français, rappelez-vous que la grande idée des conjurés de la Révolution, c'était d'établir la République universelle. C'est quoi la République universelle? C'est le mondialisme. Messianique. Messianique. Vous voyez ce que je veux dire par messianique? Donc, vous voyez, effectivement, le nationalisme s'inscrit contre l'époque moderne. Tout ce qui est moderne n'est pas bon à prendre. Bon, je ne suis pas contre l'électricité, je ne suis pas contre la voiture. Notez que l'électricité, un petit denier aux chandelles, c'est pas désagréable. Mais enfin, quand même, c'est pas bon pour les yeux si on veut lire non plus. Oui. Est-ce que, malheureusement, Parlez plus haut, parlez plus haut. pardon, monsieur, avec les conflits qui agitent le Moyen-Orient actuellement, ou l'Afrique même, et qui poussent des milliers de personnes à passer les frontières, je voulais savoir est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour l'Europe de se racheter de à peu près tout ce qu'elle a pu faire au monde entier, et est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir justement les portes et de reconstruire quelque chose sur des meilleures bases plutôt que... Alors, bon, je suis en partie d'accord avec vous, mais se racheter me semble un mot un peu trop gros. J'ai dit tout à l'heure pendant ma conférence que l'histoire, l'épopée coloniale, il y avait eu aussi ses aspects sombres, et que certains colons blancs n'étaient peut-être pas au-dessous de tout soupçon
quant aux latitudes des musulmans par la suite. Donc vous voyez, j'essaie d'être juste. Mais d'un autre côté, et je l'ai dit tout à l'heure encore une fois, quand on compare même cette mauvaise colonisation qui a eu lieu par rapport à la situation actuelle, bien je sais pertinemment qu'il y a des milieux arabes et noirs qui aimeraient bien nous voir revenir. Ça ne veut pas dire qu'on doit applaudir la colonisation telle qu'elle a été faite, mais on peut l'améliorer. Or, c'est la Troisième République maçonnique qui ne l'a pas voulu, puisqu'à l'époque, et les officiers des affaires indigènes et les missionnaires, genre Père de Foucault, entre autres, qui voulaient christianiser les populations. Or, toute cette Afrique du Nord, au point de vue pratique de l'islam, était tout de même en décomposition. C'était la fin de l'Empire ottoman, donc on aurait très bien pu, et rappelez-vous les mots de Foucault que je cite dans mon livre « Le nationalisme français », si nous ne les convertissons pas, dans 50 ans, nous serons dehors. Quasiment à quelques semaines près, c'est vrai. Donc, c'est ça que l'on doit viser. Si on veut, je crois que je l'ai dit aussi tout à l'heure, si on veut supprimer ces immigrations de masse qui sont non seulement nocives pour nous, parce que c'est pas possible, c'est pas viable, alors qu'on n'a pas assez de travail pour les nôtres, on ne va pas leur donner à eux non plus. Hein? Et quand il y aura plus d'argent, parce qu'il n'y aura plus assez d'actifs pour payer non seulement les retraites, mais toutes les allocations faramineuses qu'on donne aux uns et aux autres, eh bien le système va s'arrêter. Mais ce sera une catastrophe en Europe. Or, le seul moyen, c'est de recoloniser, mais d'une autre façon. Sous forme de coopération. Coopération, il faut trouver une autre solution. Et je suis pour un empire français. Un empire français qui aurait deux composantes, une tête qui serait la métropole, et puis ses différentes attaches à travers le monde, avec des droits locaux. Pourquoi vouloir tout unifier? Des droits locaux selon les coutumes locales. C'est ce qui réenracine les gens. En tant que nationaliste, on peut parfaitement comprendre le sentiment d'attachement d'un individu à sa terre. C'est bon en soi, c'est bon, c'est équilibrant. Alors qu'on en fait des déracinés. Oui, ce serait ça la situation actuelle, hyper dangereuse. Quels sont les bons parents qui vont favoriser, qui vont encourager leurs enfants à aller faire cette... à retourner sur terre. Ah mais ça, de toute façon, ce genre de politique ne peut être faite que par un pouvoir compatible. Et oui. Donc ça passe par la conquête de l'État. C'est pas compliqué. Bien sûr. Pensez bien que ce n'est pas M. Valls et compagnie et ceux qu'il y a derrière qui vont faire ce genre de politique. Autre question? Oui? Bonjour. Moi, je suis nouveau parmi vous. Donc, j'ai regardé quelques-unes de vos vidéos. Je trouve très intéressant le point de vue que vous développez. J'aurais plusieurs questions à vous poser, parce que votre point de vue est décalé par rapport à celui de la droite nationale. Oui, quelque peu, oui. Je suis un auditeur depuis plus de 15, presque 10 ans, plus de 10 ans. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes que vous citez, notamment Bernard Anthony et bien d'autres encore. Et moi j'ai progressé dans la compréhension de certains mots qui rongent le pays, la France. Et moi je suis originaire des Dom-Tom, par exemple. Et j'ai appris beaucoup de choses sur les Dom-Tom par rapport notamment à ce BUMIDOM, ce bureau des migrations des Dom-Tom, qui ont fait venir énormément d'Antillais, de Martinique, de Guadeloupe, et de la Réunion en France, et à la volonté du gouvernement de Debré à l'époque. Oui. Une posture, parce qu'on a fait venir beaucoup de migrants des Dom-Tom pour combler des places dont on dit que les Français de métropole ne voulaient pas. Alors moi j'aurais plusieurs questions, puisque je considère qu'on nous ment beaucoup. On nous a menti sur le 11 septembre, on nous a menti sur l'affaire Mera, on nous a menti sur Charlie Hebdo,
Et antérieurement, on nous a même menti sur le fait que certains seraient allés sur la Lune. Avec les moyens technologiques qu'on a, ils y sont pas retournés, parce que je trouve ça. Donc, vous parlez de Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, que j'ai déjà croisé aussi d'ailleurs, qui sont par ailleurs humainement pas des gens désagréables. Hein. Je suis d'accord. Humainement, je parle bien humainement, donc politiquement, il y a des choses qui m'ont intrigué, parce que j'ai travaillé en 2002 au paquebot pendant 4 mois. J'ai rencontré Marcel Chekali, qui était juriste à l'époque, et qui m'a proposé de venir donner un petit coup de main avant la campagne de 2002, où Jean-Marie Le Pen était arrivé face à Jacques Chirac. Donc ce qui s'est passé, ce qui m'a intrigué, c'est le fait que quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au 12e tour, parce que moi j'étais présent au paquebot à ce moment-là, donc j'ai vu les télévisions, j'ai vu les réactions du bureau politique, et notamment des Carlang et tout ça, qui étaient contents, mais pas Jean-Marie Le Pen, qui lui s'est mis en retrait, qui semblait désappointé. C'est vraiment le mot. Dérouté, je dirais dérouté. Il était complètement apathique, quoi. Et donc il ne s'est pas battu. Et Dieu sait qu'il y avait matière à se battre, puisqu'il y avait énormément de calomnies qui avaient été énoncées à son encontre, et il aurait pu, une par une, j'ai envie de dire, évidemment, démonter tout ça d'un claquement de doigts. Au lieu de ça, j'ai vu quelqu'un qui s'est couché, en fait, pour aller plus vite. Alors aujourd'hui, on voit un Front National qui est transformé de l'intérieur, et vous disiez dans la conférence que Marine Le Pen pourrait être utile si elle arrivait toutefois au pouvoir. Mais moi, je ne crois pas qu'elle arrivera au pouvoir. Pourquoi? Enfin, je ne pense pas qu'elle arrivera au pouvoir. D'abord parce que les lobbies dont vous avez parlé ne le permettraient pas. Enfin, du moins, ils le permettraient à condition qu'elle endosse quelque chose de malsain derrière. Là, je pense qu'elle serait utile pour encaisser. D'où la nécessité d'infiltrer le Front National pour empêcher ses ralliements et modifier la composition, tout au moins à la tête du parti. Mais si elle arrive au pouvoir, il faudrait qu'elle passe par des cercles. On est bien d'accord. Alors, il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'elle aurait été invitée à la réunion du Bilderberg 2014 ou 2013, mais que son nom ne figurait pas sur la liste des invités. Alors, on sait très bien que pour faire une carrière politique, il faut quand même passer par... Je n'ai pas de renseignements sur cette réunion. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'elle a été mise en valeur par la revue Time américaine et qu'elle a rencontré Ehud Barak à New York. Bon, alors, c'est toujours la même chose quand on est un personnage politique. C'est comme pour Poutine d'ailleurs. On reproche aussi à Poutine de rencontrer des représentants des communautés juives ou des Israéliens. Mais quand on est un homme politique, à moins de vraiment vouloir créer un problème, le pape, la même chose. On ne peut pas hésiter. Et je serai, par exemple, président de la République ou empereur des Français, eh bien, ce serait la même chose. Alors, le problème est de savoir, et vous avez vu une chose, je pense, tous dernièrement, c'est que le pape a reconnu l'État Non, Palestine. Alors, vous voyez, il y a les risettes d'un côté, et puis il y a des choses plus sérieuses qui se font à côté. Mais monsieur Poncarassa, pour arriver au pouvoir, la personne qui arrivera au pouvoir sera à la tête d'un État endetté. La question qu'il faut poser maintenant, c'est à qui doit-on cet argent, monsieur Poncarassa? Personne ne pose la question. Mais écoutez, il y a une chose que l'on ferait comme première mesure, c'est nationaliser toutes les entreprises qui ont été bradées à l'étranger. Ouais, bravo. Ça, commencez. Et puis le remboursement, ils iront le chercher ailleurs. Ah non, mais je regrette beaucoup. On a été pillés, c'est comme ça. Alors, évidemment, ça ne va pas se passer gentiment. Déjà qu'avec les réactions contre Poutine, ça ne se passe pas gentiment. Mais c'est pour ça, pour nous, c'est là l'intérêt d'avoir un Poutine comme allié circonstanciel. C'est tout. C'est pour ça que je suis absolument hostile à ce que cette espèce de rigolo de Pierre Hillard raconte.
ce n'est pas sérieux, ou bien c'est un compagnon de route. Pas 36 000 solutions. Quand on voit comment toute la politique occidentale, américano-sioniste, fait contre la Russie, jusqu'à probablement laisser d'abattre son avion quand il est revenu de Recife, après avoir passé les accords de BRICS. Et ça a été quelques minutes que l'avion de Malaysian Airlines a été abattu par rapport au passage de l'avion de Poutine. Même curieux. Même curieux. Et j'ai cité dernièrement ma conférence à Bordeaux sur Poutine, qui était quasiment la même que celle que j'ai donnée ici, mais j'avais un renseignement supplémentaire. C'est un diplomate américain qui s'appelle, je crois, Robert Hill, qui a dit dans une revue américaine, Project, je ne sais pas plus quoi, en tout cas, c'est dans je crois que c'est dans le dernier numéro de La Politique que j'ai mis aussi, qui disait « La Russie a trahi le nouvel ordre mondial depuis 25 ans. » 25 ans! Ah bon? Mais Poutine n'était pas encore là. Ça veut dire... non, Elstine n'était pas encore là. Ça veut dire que déjà, à la fin de l'État soviétique, c'était déjà le nouvel ordre mondial. Ah oui. Hein? Ça vous rappelle quelque chose, hein? La chute du mur de Berlin, c'est pas venu par hasard. Hein? C'est pas le pape. Pas rigoler non plus. Vous voyez, je trouve la politique, vraiment au sens noble du terme, de politique. L'analyse historique est fondamentale pour comprendre les raisons des défaites et ce qu'il faut faire pour arrêter. Ou alors, c'est que vraiment on a une vocation de vaincu, et ça, personnellement, je le laisse aux autres. En tout cas, je vous remercie de votre intervention parce que ça vous fait état d'un parcours qui est intéressant et qui est démonstratif justement que quelqu'un de bonne volonté, au fur et à mesure qu'il apprend des choses, qu'il a une information honnête, évolue. Et vous êtes une très bonne illustration. Très brièvement, je voudrais faire remarquer une chose, c'est que Poutine, dans son discours du 9 mai à Moscou, il y a le chef de l'armée russe qui a fait un grand signe de croix. J'ai vu. Vous l'avez vu, tout le monde. Et Poutine a dit que le racisme avait amené à la guerre, il n'a pas dit que ça avait amené à Auschwitz et à la Shoah. Mais bien entendu, mais bien entendu. Et puis, je vais rappeler pour ceux qui ne l'avaient pas vu, qui ne m'ont pas écouté, qui ne sont pas abonnés à la politique, les commémorations de la libération d'Auschwitz. Que fait Poutine? Un discours. Qu'y a-t-il dans ce discours? Eh bien, il plaint tous les malheureux qui sont morts dans ces camps. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il parle de ceux qui sont morts de dénutrition, qui sont morts du typhus, qui ont été fusillés. Et à aucun moment, il ne parle du gazage, ni de de four crématoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, moi, c'est la preuve d'ailleurs, ce qui m'a enchanté, c'est que ça a été silence dans les médias. Ils auraient dû lui tomber dessus en disant « Mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des chambres à gaz, etc. » Ils n'en ont pas parlé. Pourquoi? Parce que c'était attirer l'attention sur une chose que les libérateurs soviétiques avaient constaté de visu qui n'existait pas. Et en fait, ce que voulait dire Poutine, je sais que vous mentez. Voilà. Bien.